Flow, l'actu de demain. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue dans Flow. Eh bien merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors pour rappeler, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent un peu en question le monde d'aujourd'hui et qui proposent quelque chose de nouveau pour réinventer demain. Et donc je tenais vraiment à te recevoir aujourd'hui puisque tu as créé quelque chose que je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle Asterion, qui est un fonds d'investissement qui s'implique sur des projets qui ont pour objectif en fait de combattre le réchauffement climatique. Je voulais qu'on en parle ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, je suis Stéphane, j'ai 52 ans. Et je suis passionné par l'entrepreneuriat depuis toujours. Ça a vraiment été mon chemin de essayer de façonner des fois des aspects du monde qui pouvaient me déranger sur des choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai créé Asterion il y a 3 ans maintenant, un tout petit peu plus, 3 ans et quelques mois, pour réunir une large communauté d'entrepreneurs qui s'impliquent tous pour aider d'autres entrepreneurs, donc des first-time entrepreneurs, à réussir leurs projets. Et on a une mission qui explique assez bien ce qu'on fait, je crois, qui est de prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde. Tu pars donc du principe que le monde aujourd'hui est abîmé, cassé, malade ? En tout cas, qu'il y a des choses à faire. Il y a quand même beaucoup de transitions à accompagner. Il y a une énorme transition climatique. C'est un bouleversement qui va être incroyable dans les 20 années qui viennent. Moi, j'ai été marqué comme beaucoup d'entrepreneurs de ma génération. Moi, j'ai démarré dans le Minitel, tu vois, mais ces 20 dernières années, tu as eu un séisme du digital qui a transformé beaucoup de boîtes, et tu es bien placé pour le savoir. Mais je pense vraiment que dans les 20 années qui vont venir, la transformation pour adapter le monde économique, le monde dans lequel on vit au réchauffement climatique, ça va être un séisme qui va être 10 fois plus puissant que ce qu'on a vécu avec la transformation digitale. Et oui, il y a besoin de réparer, il y a besoin de s'adapter, il y a besoin de se transformer. Et en plus de ça, c'est super compliqué. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe pour les agriculteurs. Tu vois, comment on s'adapte à un nouveau monde, c'est à la fois passionnant, ça peut faire peur, et en tout cas, on n'a pas le droit d'être inactif, quoi. Il faut s'y mettre. Tout à fait. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. On passe d'une révolution à l'autre, de la transition numérique à la transition écologique, et c'est vraiment le nouveau challenge des 20-30 prochaines années. Et donc, c'est ce qui t'a amené à fonder donc Asterion. Oui. Donc aujourd'hui, comment vous sélectionnez vos projets ? Écoute, alors peut-être je fais une petite précision avant, parce qu'on a parlé du climatique, mais je pense pas qu'on puisse réussir cette transition environnementale si on prend pas en compte aussi le social. Il y a des grosses transitions sociétale à mener. Ça peut pas se faire au détriment des 10% les plus défavorisés. Il faut à chaque fois penser d'une manière systémique, de se dire ok, si on fait ça sur le plan environnemental, comment on permet des transitions qui s'adressent à tous et toutes. Et donc chez Asterion, on accompagne les grandes transitions climatiques, la green tech, mais également les grandes transitions sociales, sociétales. Ouais. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'envisager une transition écologique sans aborder la transition sociale également. Et du coup, écoute, aujourd'hui, sur notre manière de sélectionner des projets, de les retenir, déjà on aimerait en faire plus. On investit dans une start-up tous les mois. Sur combien de dossiers que et vous recevez ? On reçoit à peu près 200 dossiers par mois, à peu près 50 par semaine. Ah oui, d'accord, quand même. Donc c'est quand même un flux énorme, de très grande qualité.
Je trouve qu'en Europe, on est placé vraiment à un endroit où on a une maturité citoyenne, on a une maturité réglementaire, même si on peut parfois dire du mal de la réglementation européenne, c'est aussi quelque chose qui pousse à des grandes transformations on plus est les vite. seuls à le faire. Il faut bien que quelqu'un Ouais, fasse. ouais. C'est apporter un cadre. Et oui, tu as raison, c'est une contrainte, mais c'est une nécessité éthique parfois. Regarde les protections des données avec les RGPD. Et puis ensuite, ça fait des petits dans les autres pays du monde, dans les autres régions. Donc, tout à fait. non, je pense que ça. Tout à fait. Positif, et là-dessus, je pense qu'on a une énorme avance en Europe. Et puis, on a des jeunes incroyables, des écoles incroyables, et donc beaucoup d'innovation, et donc des dossiers d'une qualité un peu de dingue. Et puis, la France est plutôt en avance en Europe sur ces sujets de transition. Oui. Il y a une prise de conscience par rapport à d'autres régions là aussi. Oui. Et puis, il y a une start-up que tu aimes bien, je crois, et que j'adore, qui s'appelle Believe. Par exemple, si tu prends l'exemple de Believe sur la suppression du ticket de caisse, c'est une réglementation européenne, mais que la France a été la première à décliner. Et du coup, ça permet l'émergence de nouvelles boîtes qui prennent un temps d'avance sur le reste de l'Europe, puis qui peuvent se déployer massivement en Europe et peut-être devenir demain des leaders mondiaux. Et ça, c'est assez fascinant à suivre. Et donc, on reçoit 200 dossiers, c'est-à-dire beaucoup, 50 toutes les semaines, la plupart d'une bonne qualité, et on les regarde avec plusieurs prismes. On se dit toujours quel est l'impact, et on veut qu'il y ait un impact profond. On investit chez Asterion, on distingue un peu les projets qui sont with impact ou for impact. Donc le with impact, ce serait plus tout ce qui est consommation responsable. Comment faire mieux quelque chose qui était fait d'une manière un petit peu crade avant. Et puis le for impact, c'est des projets qui veulent vraiment porter une transformation profonde, faire bouger les lignes en profondeur. On a plutôt tendance chez Asterion à aller dans des projets qui sont vraiment for impact. Des vrais sujets de fond, des transformations systémiques. Voilà. Et ou des projets, des petits projets, mais qui vont peut-être faire bouger toute une industrie. Par exemple, on a investi dans une start-up qui s'appelle Bon Dimanche. Bon Dimanche, c'est des micro-laiteries pour permettre à des producteurs laitiers d'avoir un circuit de transformation en circuit court. Donc, c'est des micro-laiteries à côté des agglomérations et qui peuvent du coup travailler avec quelques producteurs bio pour nourrir les habitants d'une ville avec des produits laitiers sains en circuit court, bio, transformés localement. Et on se dit que ça peut peut-être donner un exemple pour transformer une industrie ultra concentrée aujourd'hui, avec énormément d'éleveurs laitiers en Bretagne, des problèmes de pollution de nappes phréatiques, etc. Et donc, on peut regarder des projets qui vont avoir un impact systémique, même si leur ambition peut être à l'échelle d'un territoire. Mais on veut des projets qui fassent bouger profondément les lignes. Donc on va regarder l'impact, toujours. Et là, chaque membre de l'équipe, donc on est aujourd'hui 13 chez Asterion, chacun va mettre une note sur le deck de 1 à 4. Au début, on était de 1 à 5 et puis on a vu qu'il y avait souvent des 3, donc c'était un peu au milieu. Donc on a dit c'est 1 à 4, donc tu es soit du côté positif, soit négatif. Tu as une grille un petit peu de lecture pour cette grille, orienter cette note ? Il y a une seule note, mais qui se base donc sur l'impact, sur la profondeur du marché. Chez Asterion, on veut des dossiers qui aient quand même de l'impact at scale, qui puissent faire bouger les lignes en profondeur, qui portent quand même une vraie ambition. Sur la qualité internationale potentiellement, idéalement, qui puisse aller loin. Alors après, on a des sujets qui s'adressent à des marchés nationaux, mais dans ce cas-là sur des gros marchés. Il y a déjà de quoi faire. Et il y a de quoi faire. Et puis, vraiment la sensation qu'on a une super équipe qui est drivée par le fait de vouloir résoudre un problème qui leur tient à cœur. On essaie de vraiment se dire, on n'investit pas dans des entrepreneurs qui montent une boîte parce qu'ils veulent monter une boîte. On investit dans des entrepreneurs qui veulent régler un truc qui est important pour eux. Il y a une passion, il y a un drive derrière. Et tu sens que derrière, il va y avoir la résilience quand ça va être compliqué, et puis qu'il y a une belle envie, quelque chose qu'on a envie de soutenir.
Et puis quand même après la perception qu'il y a un vrai besoin, une vraie possibilité de product market fit. Hein, voilà, donc c'est les sujets qu'on va regarder. Le market fit, comment vous le travaillez, ça? Vous faites un benchmark, vous faites une étude, c'est pas évident sur des idées si nouvelles, il n'y a pas de comparaison. Au stade du deck, quand on reçoit là, les 50 dossiers de la semaine et qu'on les note rapidement, rapidement, chacun passe 5-10 minutes à regarder un dossier et à le scorer. Là, ça va plutôt relever de l'intuition de chacun d'entre nous, mais ça s'appuie beaucoup sur la perception du deck, comment les entrepreneurs savent raconter leur histoire, comment elle est claire, comment on comprend que c'est pas juste leur idée à eux, mais qu'ils sont quand même allés s'intéresser à ce qu'attendent leurs clients et comment ils vont les adresser, comment ils vont leur parler. Et donc la qualité du récit. Une vraie cohérence, quoi. Ouais, et puis on pense vraiment que dans l'impact, dans toutes ces transitions à accompagner, ça peut être bien sûr par la technicité d'une solution, par un nouveau produit, mais on a toujours besoin que ces startups sachent se raconter au monde. Et la qualité du récit, et donc de sa clarté, va être pour nous un indice très très fort sur le fait que les entrepreneurs vont être drivés par cette recherche du market fit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on regarde dans les decks. Et puis alors après, du coup, si tu veux, on a ces 50 decks, ils sont notés, et puis une fois par semaine, le jeudi, on a le deal flow meeting, où alors en général, tu as 20-30 dossiers qui sont écartés assez rapidement, parce que justement on se dit peut-être pas de market fit, l'impact, oui, mais enfin bon, c'est minime, ou tout petit marché, et il y a en général un ou deux dossiers qu'on fait l'unanimité, on a tous eu un coup de cœur, et puis après il y a cette zone de 15 dossiers sur lesquels on débat beaucoup, où on a creuser. On a des opinions très divergentes entre partenaires et analystes, et où là dans cette dialectique sur l'impact ou sur la vision du marché, on se dit tiens, en fait si, vas-y, on va faire un call, quoi. Et on retient chaque semaine entre 3 et 5 dossiers avec lesquels on a des premiers calls avec les entrepreneurs. Et puis quand ces calls sont positifs, et après il y a un contre-call. Et si ça devient un petit peu le dossier de la semaine, c'est là où on rentre dans la mécanique un peu magique d'Astérion, puisque Astérion repose sur une communauté très large d'experts, d'investisseurs, d'entrepreneurs, de gens qui sont passionnés de la marque, des gens qui sont passionnés des sujets RH, de la tech. Et là, en fonction du dossier, on va aller s'adresser à quelques experts de notre communauté qui vont, par exemple, si c'est un dossier agri-agro, qui connaissent bien les usines. On a des anciens d'Insect, d'Unyami, qui vont donner un avis sur la technicité du produit, sur le marché. Et là, on s'appuie sur, en général, 5 à 7 avis d'experts de la communauté pour se dire oui, en fait, ça vaut le coup d'aller plus loin. Et si donc les 5 à 7 experts qu'on a sollicités nous disent vous avez raison, c'est un beau projet, là, le partenaire et l'analyste in charge du dossier vont aller jusqu'au bout de la due diligence. Et donc là, les ref call clients, c'est creuser la tech, analyser tous les concurrents, etc. Et puis creuser l'équipe. On a toujours une due deal RH assez approfondie. Et si on se dit oui, c'est bon, on a un vrai truc, là on propose à la startup ce qu'on appelle la term sheet, donc les conditions de notre investissement, et on signe avec elle, et après c'est parti. Et ça peut aller assez vite en fait. Ça peut aller assez vite. On est un fonds qui fait ce qu'on appelle dans le jargon des fonds du pre-seed seed, donc du début de projet. On investit 500 000 à 2 millions d'euros dans les projets en tant que lead, donc ça veut dire qu'on est un fonds actif qui accompagne beaucoup ces startups. Et dans ces projets, c'est important d'aller vite pour vite dire aux entrepreneurs oui, non, leur permettre de passer à autre chose. Si on n'y va pas, de s'adresser à d'autres gens. On fait énormément de mise en relation, parce que tu imagines sur les 200 projets qu'on reçoit tous les mois, on en retient un, c'est-à-dire 0,5%, mais
évidemment, c'est pas le seul bon projet. Hein. Bien sûr. C'est toujours un choix un peu déchirant. Moi, quand j'ai monté Asterion, je m'étais dit, putain, on va aider plein de gens à développer leur truc, ça va être formidable. J'avais pas réalisé que mon métier, ça allait être de dire non très souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés, en fait. Qui ont beaucoup de projets et intéressants. qui ont des super projets. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, même quand on dit non, on essaie la plupart du temps de faire une intro à un autre fonds qu'on va pouvoir penser pertinent, à des bons business angels, à donner quelques insights, et ça nous prend pas mal de temps. Mais les oui, enfin, en tout cas, on s'engage toujours à donner un premier feedback au bout de 10 jours après avoir reçu un dossier. Ouais, c'est rapide. Et en général, on aboutit à un term sheet entre le plus rapide qu'on ait fait, je crois, c'est 3 semaines, et le max, ça doit être 6 semaines, tu vois, c'est à peu près la zone. C'est quand même très rapide. Hein. Donc on est... Et vous les rencontrez en fonction du process de sélection que tu évoquais juste avant. Donc vous ne rencontrez que ceux qui déjà sont dans la shortlist, oui. Ou ceux qui sont déjà choisis. Oui, alors on va dire chaque semaine, donc on a 3 à 5 entrepreneurs avec lesquels il y a des premiers calls, mais là ils ne rencontrent pas toute l'équipe, ils rencontrent un partenaire pour creuser un petit peu, et une analyste. Et après, ceux qui ont franchi le fil des avis des experts de notre communauté, là en général, ils viennent, on demande à toute l'équipe des cofondateurs de venir au bureau et de rencontrer l'ensemble de notre équipe, et on passe à un moment très qualitatif à créer du lien. Et puis ça doit être un vrai match, si tu veux, parce que comme on est un fonds très hands-on, très accompagnant, il faut qu'on sente qu'on a envie d'être ensemble. C'est un peu un mariage, tu sais. Bien sûr, il faut qu'il y ait cette connexion humaine. Et puis l'impact, c'est des cycles assez longs. Nous, on est vraiment le partenaire stratégique de long terme de nos startups. Vous êtes là depuis le début. Donc, donc on va rester souvent 5, 7, 10 ans avec les entrepreneurs. Donc on passe quand même du temps avec eux pour s'assurer qu'il y a un bon match. Et vous gardez toujours le lead, justement. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est d'être le partenaire stratégique de long terme pour chacune de nos participations. Donc, voilà un peu le process. C'est vrai, et c'est ce que tu viens de dire, mais la première fois qu'on s'était rencontrés, qu'on avait échangé, j'avais été vraiment surpris, assez fasciné par cette organisation que tu as réussi à mettre en place, qui fait d'Asterion avant tout une communauté. Alors on me dirait presque une famille, parce que oui, vous êtes très proches, vous êtes très connectés, vous partagez des valeurs fortes. L'équipe d'Asterion, les investisseurs, les business angels, les experts, également bien sûr les sociétés que vous allez choisir et accompagner sur le long terme, mais il y a vraiment une communauté qui est extrêmement impliquée, et les business angels ne sont pas que des investisseurs, ce sont également des accompagnateurs. Ils vont donner de leur temps et vraiment suivre au quotidien, accompagner les startups dans lesquelles ils choisissent d'investir, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a voulu un peu réinventer réinventer, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais repenser un petit peu le métier de VC. Tu sais, un fonds d'investissement classique, ils vont chercher de l'argent auprès d'institutionnels, donc ça peut être la BPI, c'est souvent le lycée qui est le gros fonds européen, et puis après beaucoup auprès d'institutionnels, donc c'est des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, qui souvent ça vient un peu de la collecte de ton assurance vie, un petit peu d'argent qui va à la fin vers une poche de VC, etc. Et cette finance, elle est très intermédiaire, et un petit peu anonyme. Nous, on a voulu revenir un petit peu aux fondamentaux, aux origines de la finance, où tu avais en fait des capitaines de navires qui se disaient « Tiens, j'ai un bon second, peut-être que je pourrais financer son bateau ». Et en fait, quand plusieurs capitaines de navires se réunissaient pour financer un nouveau bateau, ils donnaient de l'argent à quelqu'un qui faisait confiance, mais ils lui donnaient aussi des cartes, les endroits où il fallait éviter les pirates, les ports où tu pouvais te mettre à l'abri, les bons business à faire. Ils donnaient le mode d'emploi. Voilà, et donc il y avait vraiment la transmission de compétences, d'expertise, et c'était pas juste de l'argent. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire chez Asterion, c'est de se dire comment on peut mobiliser des gens qui ont eu la chance de réussir un petit peu dans leur vie. Alors certes, ils ont beaucoup travaillé, mais ils ont aussi eu un petit peu de chance, ça, il ne faut jamais l'oublier, et qui sont animés par ce double give back, se prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde, où on a tous envie d'aider des gens dont c'est le premier projet entrepreneurial à réussir
pour que leur projet contribue positivement à nos transitions sociétales, environnementales. Et du coup, on l'a fait vraiment avec cette notion de communauté. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 1000. On dit chez nous plus des operating angels parce qu'on demande à chacun de nos investisseurs, quand ils mettent un peu d'argent dans un projet, de dire, en plus de cet argent, tu vas passer à peu près 1 heure par mois pour aider la start-up dans laquelle tu as mis une certaine somme. Et certains vont aider sur les recrutements clés, d'autres vont faire 2 workshops dans l'année sur la plateforme de marque. Ouais. On a des CTO qui coachent des CTO, des CMO qui coachent des CMO. Et donc, il y a vraiment cette idée d'être très accompagnant. Beaucoup de gens qui font des intros BizDev, qui essayent de craquer des points clés. Et cette formule-là, je pense, fait une vraie différence pour permettre au projet de se dérisquer, puis d'aller plus vite, d'aller plus fort, d'aller plus loin. La force de la communauté, ils ne sont pas simplement accompagnés par un investissement, de l'argent, mais aussi par ce pool d'expertise, cet accompagnement quotidien. Et en fonction de leurs besoins, de leurs obstacles, de leurs questions, ils vont pouvoir trouver des réponses, des conseils. Okay, assez puissant. Puissant. Et puis, écoute, mon associé Antonin a eu cette formule un jour qui est de dire on met de l'humain partout où on peut. Et elle nous habite beaucoup. On pense qu'il y a beaucoup de liens à créer et que pour réussir à transformer ce monde, pour qu'il soit, ce soit un bel endroit où vivre, pour nous et les générations à venir, il faut qu'on s'y mette ensemble et dans ce plaisir du lien et d'œuvrer ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Tu vois, on a lancé une initiative qui s'appelle par exemple Life After Exit. Okay. Et c'est une petite réunion qu'on fait tous les mois pour une quinzaine d'entrepreneurs qui ont eu la chance de réussir, de vendre leur boîte et qui se posent la question de la vie d'après. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai vendu ? Comment je peux être utile ? Comment je peux transformer les choses ? Où est-ce que je vais apporter ma contribution ? Comment je me réinvente ? Parce que c'est un énorme bouleversement que de vendre ta boîte et après t'as bossé comme un fou et puis après t'es un peu devant une forme de vide. Et là, on crée aussi des liens très forts dans des groupes qui après ont envie d'agir ensemble. Voilà. Et donc, Astérion, c'est une communauté, des communautés dans les communautés, et un monde très agissant. Très intéressant. Et vous vous concentrez sur des secteurs d'activité en particulier dans le cadre de cette transition écologique? On s'intéresse à tout dès qu'on se dit ça a un bel impact systémique. Donc on est bien sûr Green Tech, Climate Tech, mais on peut s'intéresser à des sujets dans la mode. On a investi par exemple dans Everdye, c'est des biopigments pour l'industrie textile. Donc comment éviter que cette industrie soit over-polluante, et puis c'est surtout des pigments qui se déposent à froid sur les fibres, donc ça consomme beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'eau. Voilà, donc c'est un truc incroyablement vertueux pour dépolluer l'industrie de la mode en profondeur. Ouais. Et puis à la racine. Voilà. Et puis on a investi aussi dans Clear Fashion, qui est un petit peu le Yuka de la mode, donc ça te donne toutes les infos sur tes fringues, et en donnant de l'info transparente aux consommateurs, mais ça permet d'œuvrer à la transformation d'une industrie. Mais on a investi aussi dans des sujets sur l'économie circulaire, beaucoup dans le retraitement des déchets, avec Urbine, qui est une plateforme qui permet à toutes les boîtes de mieux suivre tout leur flux de déchets et s'assurer d'augmenter leur taux de recyclage, transformation, plutôt que de l'enfouissement, incinération. On peut aller dans l'énergie. Alors, une des caractéristiques d'Astérion, j'aurais peut-être dû préciser ça, mais c'est qu'on fait beaucoup de start-up industrielles, et on ne pense pas que le monde sera sauvé uniquement par des boîtes SaaS ou des marketplaces. Et qu'il faut aussi œuvrer à l'industrie, à la transformation de l'industrie. Donc on a investi par exemple, tu vois, dans Spark. Spark, c'est la plasmalyse du méthane pour en faire de l'hydrogène très bas carbone, où tu sépares en fait dans le méthane les atomes de carbone de l'hydrogène. Et du coup, tu as un carbone solide que tu peux réenfouir ou utiliser pour d'autres applications industrielles, et une hydrogène à très bas carbone.
on a investi dans Kaeli. Kaeli, c'est une boîte que j'adore, c'est du rafraîchissement d'air nouvelle génération. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu as une clim, c'est un échangeur air-air, déjà avec des gaz frigorigènes qui sont pas forcément top, et puis ça consomme beaucoup d'électricité, et puis tu as un effet d'îlot de chaleur terrible. Plus il fait chaud, plus tu mets ta clim, plus ça réchauffe Paris, et plus tu mets ta clim. Bon. Et Kaeli, ils utilisent un vieux principe qui est le rafraîchissement d'air adiabatique. Donc en fait, c'est quand tu évapores une goutte d'eau, tu absorbes énormément de calories. Et ils ont des petits échangeurs thermiques sur lesquels tu as un goutte à goutte d'eau. Et ça permet un rafraîchissement très très efficace en rejetant à l'extérieur un air humide mais non réchauffé. Et ça consomme 8 fois moins d'électricité qu'une clim classique. Ouais. Et ça, là, on est vraiment dans la théorie de l'adaptation. Bien sûr, on aimerait que le monde ne se réchauffe pas, mais aujourd'hui, quand tu as des gens en maison de retraite, dans des écoles, etc., dans des hôpitaux, si tu rafraîchis pas l'air, c'est pas possible. Et donc, voilà, le type d'investissement qu'on peut faire. Donc, on est vraiment sur tout secteur quand on se dit que ça a de l'impact, ça a du sens, que ce soit digital, industriel, qu'on soit dans l'impact environnemental, dans l'impact social. Là, on regarde un projet qu'on adore qui s'appelle Ramdam. Okay. Ramdam, c'est une marque solidaire, donc en fait, qui reverse à chaque fois que tu achètes un paquet de cookies, des chips, etc., ça permet de donner une portion de légumes à la banque alimentaire. Et donc, l'idée, c'est de dire que la collecte que tu fais peut-être 1 ou 2 fois par an dans ton supermarché, quand la banque alimentaire est présente, que ce soit un acte du quotidien pour tous les consommateurs. Donc tu vois un peu ce type de... Oui, et on retrouve tes 2 dadas, voilà. À la fois transition écologique et sociale. Oui. J'avais noté aussi Onima sur la protéine alternative. Ouais, ça c'est un projet qu'on adore. Aujourd'hui, quand tu fais de la bière, tu mets de la levure, et cette levure, elle prospère dans la cuve, elle se développe, et elle donne à la bière le goût amer que tu aimes bien quand tu prends ton demi. Mais cette levure, elle devient tellement amère que tu ne peux pas la redonner, même en coproduit, par exemple pour l'alimentation des cochons. Donc elle part en station d'épuration, et c'est de la protéine perdue. Et Onima, ils ont développé un procédé qui permet la désamertumisation de cette levure pour en faire une protéine végétale de très très grande qualité que du coup tu peux incorporer dans des farines, dans des pâtes, dans tout un tas de coproduits. Donc c'est un ingrédientiste qui permet d'augmenter le taux de protéines dans des applications très, très spécifiques. Et on investit aussi là dans une boîte qui s'appelle Edonia. Là, c'est le retraitement pareil des microalgues, notamment la spiruline, pour en faire une pâte à très très forte densité de protéines, plus que du steak haché, et que tu peux mettre dans des plats cuisinés, qui va remplacer par exemple dans un chili con carne, ça devient un chili sin carne, voilà, et donc permettre ces transitions vers une alimentation quand même un petit peu plus végétale, mais avec des protéines à très forte qualité. Et aujourd'hui, donc, vous avez combien de projets que vous avez lancés, accompagnés ? Alors aujourd'hui, on a investi au total 22 millions d'euros dans 20 projets. Voilà. Bravo. Et puis le rythme s'accélère. Si tu veux, quand on a lancé Astérion, c'était plutôt un projet tous les 3 mois, et puis c'est devenu un projet tous les 2 mois, et puis maintenant c'est un projet par mois. Et puis surtout, on a des boîtes qu'on a commencé à accompagner il y a 3 ans. Qui sont en train de se développer, et ça c'est un vrai bonheur, quoi. Écoute, bravo, félicitations. Et combien dans cette communauté, donc au-delà des 13 personnes Astérion, donc la communauté d'experts, d'investisseurs, vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 1000 personnes qui sont animées par cette envie d'agir, dont un peu plus de 600 ont déjà investi concrètement dans un projet, et puis d'autres attendent de trouver le projet de leur cœur ou viennent de rejoindre la communauté qui se développe beaucoup par bouche à oreille. Voilà, donc belle communauté agissante. Superbe, magnifique, j'adore. Et alors pour faire un petit retour en arrière et comprendre comment tu en es arrivé à créer donc, cette communauté, ce projet extraordinaire d'Astérion. Toi, à la base, tu as commencé, tu as fait tes premiers pas plutôt dans le consulting ?
Alors, le consulting, c'est arrivé un petit peu après. J'ai eu pas mal d'expériences entrepreneuriales, mais moi je suis plutôt dans le moule entrepreneur à essayer de résoudre des trucs qui me tiennent à cœur. D'origine, mes 4 grands-parents étaient agriculteurs, et peut-être que ça explique un petit peu aussi l'intérêt pour tous ces sujets de transformation. Tout à fait. Et avec ma famille, quand on a repris la ferme de mes grands-parents maternels, mon grand-père avait un peu suivi les directives de la COPE à l'époque, donc il lui avait dit arrache tes pommiers, plante du blé, draine tes fonds de vallée, fais de la mono-agriculture et de la monoculture. Et on a retransformé un petit peu toute l'exploitation pour être en polyculture avec une partie permaculture. On a recréé des étangs dans lesquels tu as de la pisciculture extensive, ce qui était un truc assez moyenâgeux, mais très chouette à faire. Et on a développé dans ce lieu, puis après on a racheté d'autres, de l'accueil de séminaires d'entreprises, donc des boîtes qui viennent réfléchir chez nous. Le Moulin de la Forge. Le Moulin de la Forge. C'est ça. Des lieux assez magiques pour se recentrer et penser un petit peu c'est vraiment des boîtes qui viennent chez nous, qui essayent de se réinventer, de se dire comment on peut penser le monde de demain pour notre entreprise. Tu étais déjà vraiment dans le même prisme un petit peu, d'accompagner, réfléchir et d'aider des entreprises donc, à se réinventer, à se trouver... Bon, et puis après, un peu par hasard, je me suis retrouvé pendant 2 ans à être chez Arthur Andersen en corporate finance. Ça a été ma seule expérience salariée dans ma vie. Je n'ai pas forcément ultra adoré. Et très vite, je conseillais des grands fonds sur l'optimisation de leur TRI. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait une catégorie de clients qui était mal accompagnés chez Arthur dans leurs problématiques, qui étaient les dirigeants de grands groupes quand ils essayaient d'adresser des problématiques autour de leur nouveau siège social, de comment je regroupe mes équipes, où est-ce que je les mets, et c'était des enjeux très financiers. Une tour à la Défense, ça coûte des centaines de millions, voire ça peut être en milliards d'euros, et c'est des sujets qui sont en fait très stratégiques, qui mêlent vraiment des sujets très finance, très culture d'entreprise, très RH, très organisationnel. Et j'ai commencé à accompagner ces grands groupes chez Arthur dans ces problématiques. Et puis c'était un truc assez sympa parce que c'est un sujet très CEO. Mon siège social, c'est quand même un truc de dirigeant, avec en général la DAF, la DRH et puis les gens de la strate. Et puis Arthur a fait faillite en 2002 après l'affaire Enron, et moi j'ai pu apporter cette activité à un autre petit cabinet que j'ai après développé pas mal en Europe, aux US, et puis j'ai eu la chance de sortir dans de très bonnes conditions en 2007, donc tu vois, ça fait un petit moment déjà. Et là j'avais plus de contraintes financières et un peu ce vide après avoir bossé énormément. Qu'est-ce que je fais? Et comment je donne sens à ma vie. Et c'est un moment qui n'a pas forcément été simple. D'ailleurs, le Life After Exit dont je te parlais tout à l'heure, pour les gens qui ont vendu leur boîte et qui se posent la question de la vie d'après, je l'ai vécu, où tu perds ta structure, t'es occupé tout le temps, tu vois, tu te lèves tôt, tu bosses tard, tu perds ton why, le pourquoi tu te lèves. Une partie de ton identité. Et puis ton identité aussi, c'est t'es plus... Steve de telle boîte, oui, je cherche, je réfléchis, j'ai vendu dans tes soirées entre amis, oui, je me pose la question de ma vie. Voilà. Qui suis-je? Et je suis parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc j'ai marché assez longtemps, et très vite je me suis dit que je ne me voyais pas forcément me réinvestir dans des sujets de business, de finance, que c'était pas ça qui allait être utile, et je me suis intéressé beaucoup au monde associatif. Et j'ai fait une très longue parenthèse, avec aussi du temps pour mes enfants que j'avais pas beaucoup vu, du temps pour moi de développement personnel, de réflexion, de lecture, un peu d'écriture qui n'a pas donné grand-chose, mais et puis en fait c'était il y a
il y a 7 ou 8 ans, j'ai d'anciens collègues de ma boîte qui sont venus me voir avec un projet en me disant « Steph, on sait que tu es un peu rangé des voitures, mais on a un projet, on aimerait quand même avoir ton avis. » Et parce que c'était eux, j'ai accepté de les voir. Et très vite, si tu veux, ils sont arrivés à la maison avec leur idée, un PowerPoint qu'on a commencé à regarder, 2 packs de bière. Et moi, au bout de 10 minutes, j'étais excité comme un gamin en me disant « Putain, mais trop cool le projet, mais si vous le preniez comme ci, comme ça. Ouais. » Et là, je me suis dit, ouais, en fait, l'entrepreneuriat, ça me manque trop, c'est pas possible, quoi. T'étais de retour. Ouais. Et donc, j'ai commencé ma vie de business angel à ce moment-là. Donc, c'était il y a quoi, 7-8 ans. Mais au début, pas du tout impact. J'ai investi, par exemple, je crois que tu t'intéresses au fintech, dans une boîte qui s'appelait Pumpkin. C'était le paiement entre amis, néobanque. Avec un gars, Constantin Wolfram, qui est absolument génial, et c'était vraiment le projet d'entrepreneuriat que j'adorais, tu vois, jusqu'à la revente à Crédit Mutuel Arkea. Ouais. Et c'est assez sympa d'ailleurs, parce que Constantin est aujourd'hui un investisseur et un expert de la communauté Astérion, donc tu vois, il y a aussi ces boucles qui se mettent en œuvre. Et en fait, c'est justement il y a 5 ans, j'ai mis un premier ticket dans Clear Fashion, dont je te parlais tout à l'heure, le Yucca de la mode. Et Rim et Marguerite avaient une ambition très très forte, et là je me suis dit putain, il y a des startups à impact qui ont une telle ambition et qui peuvent tellement changer le monde, et là j'ai trouvé un peu mon ikigai, tu vois. Je me suis dit en fait oui, je peux réconcilier à cet endroit mon envie d'agir d'une manière positive et puis ma passion pour l'entrepreneuriat. Ça m'a plus quitté, et au début on était un petit groupe de potes avec des gens, il y a des gens géniaux, il y a Francis Napès de Blabla, il y a Emery Jacquilla de la Camille, tu vois, qui avait cette passion de comment on peut être utile autrement. Et puis pendant le confinement, au bout de 2-3 semaines, je crois que les gens ne pouvaient plus tourner en rond chez eux, et puis tu sais, il y a toute cette question du sens, quoi. Et il y a plein de gens qui ont commencé à m'appeler, tiens, je t'appelle de la part d'Emery, de la part de Francis, moi, j'investissais que dans du SaaS B2B, où j'ai fait tel truc, j'ai envie d'être utile. Où beaucoup mes gamins me disent qu'il serait quand même temps que je fasse un truc pour la planète. Bon. Heureusement qu'ils sont là pour nous pousser. Voilà, ouais, grave. Et du coup, des gens qui me disaient, écoute, est-ce que tu peux me partager tes deals, j'aimerais bien investir avec toi, etc. Et sorti de confinement, le petit groupe informel de 50, 60 potes qui se posaient ces questions, on s'est dit, en fait, maintenant on est 300, on fait quoi ? Et de là, avec un super ami qui s'appelle Clément Marcorel, on a lancé Astérion et on a commencé à structurer ce groupe informel. Tu vois, donc c'est né un peu par hasard, quoi. Voilà un peu l'histoire de la trajectoire. Par hasard, en même temps, les bases étaient là dès le début. Hein. Enfin, ton expérience, ton amour pour l'accompagnement, l'expérience avec le Moulin de la Forge, qui est un projet qui dure depuis près de 30 ans. Voilà, donc ton expérience entrepreneuriale, ta sensibilité, ton envie de réfléchir, de remettre en question aussi ce que tu vois autour de toi, de rien prendre pour acquis, tout ça c'était là, ça t'a amené en fait petit à petit sur ce chemin. Oui, avec beaucoup de sérendipité, hein, tu sais, moi je crois, comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu la chance de réussir, je remets toujours ce mot sens, parce que chance, je le vois dans nos groupes Life After Exit, t'as énormément d'humilité quand même chez les entrepreneurs qu'on réussit, parce que bien sûr on a tous bossé comme des chiens, et après il y a la chance d'être né en Europe, dans un pays en paix, d'avoir bénéficié d'un cadre tellement favorable. Absolument. Et puis après des rencontres, il n'y a pas de grand projet sans grandes rencontres, sans éléments déclencheurs qui vient un peu de sérendipité. Tout à fait. Et donc là, dès fin 2020, donc tout commence à s'accélérer. Vous décidez de créer Astérion, et donc la communauté est déjà là, demandeuse, et les projets sont déjà en train de naître, de structurer rapidement. Ouais, et puis il y a vraiment cet ADN dès le début de se dire on veut faire quelque chose où il y ait du lien, où il y ait de l'humain, et où donner à chacun les moyens d'agir. Empowerer chaque personne qui a envie de contribuer et qui a une expertise. Notre communauté,
elle est quand même triée sur le volet de gens qui ont vraiment quelque chose à apporter, une belle intentionnalité, qui sont dans la bienveillance, qui ne sont pas donneurs de leçons, qui sont, etc. Mais à partir du moment où tu rentres dans la famille Astérion, te donner les moyens d'aider, de rencontrer des entrepreneurs formidables, voilà, donner les moyens d'agir. L'ADN était là. Et puis après, écoute, ça s'est développé un petit peu tout seul. Quel constat tu fais, quel regard portes-tu sur le monde d'aujourd'hui et sur quelle trajectoire, d'après toi, ça nous mène? Écoute, je sais pas toi, moi... Question difficile. Il y a des matins, je me réveille tout à fait flippé, en éco-anxiété terrible, en me disant « Oh putain... Voilà. » Il y a des jours, je suis plein d'espoir parce que tous les jours, je vois des entrepreneurs incroyables qui veulent faire bouger les lignes et qui le font. Je pense que on est obligé d'agir par tous les points et d'avoir une pensée très écosystémique. Je ne crois pas qu'il y ait de solution unique. Il y a des gens qui sont très technosolutionnistes. Je ne pense pas que juste ça suffise. Tu ne peux pas dire juste je fais toujours plus d'énergie, plus propre, etc. si tu ne t'intéresses pas non plus au changement d'habitude, au changement de mode de consommation. Tu ne peux pas non plus être, je crois, purement dans la décroissance si tu ne proposes pas de solution pour que tout le monde garde des ressources, un emploi, un job. Et donc c'est un putain de problème complexe à résoudre. Il y a sans doute, il y a quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, c'est l'économie du care. C'est un de nos investisseurs que j'adore, Bertrand Gellensperger, qui avait monté The Fork, La Fourchette. Bien sûr. Bertrand, on a eu une conversation très très inspirante où il me dit, tu sais, à chaque fois qu'on déplace 1 euro d'achat d'un bien de consommation vers 1 euro de care pour les plus fragiles, on ne consomme pas de carbone et on se fait du bien les uns aux autres. Et ça, j'y crois beaucoup. Intéressant. Ouais. Je pense qu'on a besoin d'un monde plus solidaire. Les fonds de dotation, l'apport des parts des boîtes à des fonds de dotation, comme l'a fait Patagonia par exemple, mais on a un ami que j'adore, Rodolphe Landman, qui a monté, je ne sais pas si tu vois, les boulangeries Landman, c'est pas mal de boulangeries. D'accord. Puis maintenant il a monté une marque de boulangerie vegan, et puis du coup pour réussir ses boulangeries vegan, il a développé une protéine, enfin un substitut à la protéine d'œuf pour ses pâtisseries. Enfin, c'est un mec génial, et lui il a apporté une grosse partie des parts de sa boîte, un fonds de dotation dont les revenus servent à acheter des terres agricoles anciennement agriculture intensive, pour les laisser totalement libres et permettre le réensauvagement de la nature et la biodiversité, le retour de la biodiversité. Et donc ce genre d'initiative d'entrepreneurs qui se disent je vais garder la maîtrise de ma boîte, de sa destinée, mais par contre j'ai fléché une grosse partie de ces revenus dont je n'ai pas besoin pour vivre vers des causes qui sont importantes pour le bien commun. Ça, je crois que ça peut être une très très belle voie quand même, qui peut faire du bien à notre monde. Donc il y a comme ça partout des initiatives qui sont super belles. Il y a plein de raisons d'y croire, mais il est urgent d'agir, et certains jours ça peut faire peur. Non, mais on a un peu l'impression que le monde s'est réveillé avec une gueule de bois, réalisant qu'on était dans un monde, qu'on vivait dans un monde où les ressources étaient en réalité limitées, et où l'économie en fait émettait beaucoup de gaz à effet de serre, et que voilà, on était dans une trajectoire un peu sans issue, d'une certaine façon. Donc comment on en est arrivé là en fait? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai problème systémique, donc comme tu le disais? Est-ce que il faut se réinventer en fait, tout simplement, c'est une phase, il faut qu'on mue, qu'on change un peu de logiciel. Déjà, il faut prendre conscience, et là je crois qu'on arrive à un moment, si tu veux, où le réchauffement climatique a des conséquences qu'on perçoit. Tout le monde sent qu'il fait plus chaud, qu'on a des moustiques tigres dans le bassin méditerranéen, et qu'il y a de la dengue qui arrive, et les gens réalisent, je crois, de plus en plus les conséquences concrètes du réchauffement climatique, même si on est loin d'être à une prise de conscience complètement généralisée.
Mais ça arrive, donc il faut déjà prendre conscience, on continuer à en parler, à dire, à éduquer, à sensibiliser. Après, il faut je pense, éviter les raccourcis, les simplifications. Et là, notre monde politique a un rôle énorme à jouer. Je crois beaucoup à l'entrepreneuriat pour transformer le monde, mais on a aussi besoin du politique, on a besoin du réglementaire, on a besoin d'un capitalisme régulé. On a besoin que l'Europe interdise les plastiques à usage unique parce que c'était aberrant d'avoir des pailles pour boire nos coca, tu vois. Enfin, à quoi ça servait, quoi. Et on a besoin de penser ça tous ensemble et pour le bien commun. Et c'est pas possible de redéclencher des mouvements comme les Gilets jaunes. Et il faut prendre en compte. L'écologie, ça peut pas être les transitions écologiques, ça peut pas être un truc de bobo pour les 10% de Parisiens qui ont les moyens, quoi. Ça doit être pour tous. Et pour ça, il faut plus de solidarité. C'est sûr. Il faut un capitalisme différent. Et ça, c'est un sujet qui me passionne en ce moment. C'est comment on peut lier le politique et l'économie pour des transformations sociétales majeures dont on a besoin et qui sont putain de compliquées à imaginer, à penser, à mettre en œuvre. Voilà. Non, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure dans les decks que tu reçois, les 50 que tu reçois par semaine. Il y a une histoire qui est racontée, il y a un message, et ce message, surtout quand tu passes 10 minutes sur un deck, il faut qu'il soit clair, cohérent, percutant, bien sûr qu'il y ait un impact derrière, mais l'histoire qui est racontée est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour caricaturer un petit peu, on a l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui s'affrontent un peu, ceux qui veulent continuer comme si de rien n'était, potentiellement qui rejettent même la thèse du réchauffement climatique, et de l'autre côté, peut-être, à l'autre extrême, ceux qui veulent tout arrêter. Alors que, comme tu le disais, si on prend conscience de ce problème, de cet enjeu et des risques qui sont déjà présents, il faudrait qu'on marche main dans la main, tous ensemble, unis, avec une vision commune, en France, en Europe, au niveau mondial, puisque c'est un sujet global. Donc, et c'est vrai que là, il faut réinventer un discours, il faut trouver une nouvelle histoire à raconter et réenchanter, en fait, potentiellement cette nouvelle histoire pour les années à venir. Mais t'as des transformations géniales et puis des mouvements incroyables. T'as Make Sense qui fait un job incroyable pour accompagner une maturité citoyenne, pour donner à chaque citoyen les moyens d'agir. T'as Team for the Planet qui fait des trucs absolument super. T'as la Convention des entreprises pour le climat. Il y a beaucoup d'initiatives. Convention des entreprises pour le climat, c'est quand même génial. Ils prennent des binômes de dirigeants qui acceptent de passer 10 jours par an pour se former à l'ensemble des enjeux de transformation. Moi, il y a une boîte que j'adore, qui me marque, parce qu'on les aide avec notre écurie de start-up dans leur transformation. C'est Kiabi. Patrick Stasi, leur DG, a fait la première convention des entreprises pour le climat. Et il en est sorti transformé. Et en se disant, on va convaincre nos actionnaires. Donc c'est une des entreprises de la galaxie Mullier, que pour survivre et par sens de la responsabilité, on doit se transformer de fond en comble, et ils font un boulot formidable, et c'est passé de la mode à petit prix, tu sais, c'était leur ancienne baseline, à toujours plus pour les familles. Et donc comment on accompagne justement les familles qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat incroyable, et comment on arrive petit à petit à faire une mode de plus en plus responsable, à allonger la durée de vie de nos produits, à utiliser des nouveaux matériaux qui sont... et c'est une boîte qui se repense en profondeur. Et ça, c'est les conventions des entreprises pour le climat. Et c'est ultra courageux. Et on voit de plus en plus de boîtes qui rentrent dans ces transformations profondes. Et donc, toutes ces alliances mises bout à bout font sens. Tu vois, nous, on fait un truc qui nous tient vraiment à cœur. Là, on lance Astérion Academy. C'est un programme pour la formation de la next-gen des grandes familles entrepreneuriales françaises, pour dire qu'en fait on peut s'appuyer sur les 25-35 ans pour les former à l'investissement à impact et comprendre ces grands enjeux,
et du coup faire en sorte que l'argent de leur famille soit investi de plus en plus pour accompagner ces transitions, et pourquoi pas pour que dans ces dialogues qui naissent après dans les dîners de famille par rapport à telle ou telle start-up impact, ce soit toute la famille qui réfléchisse à son métier historique, et voilà. Donc c'est des choses en tant qu'investisseur, pas philanthrope. Alors en tant qu'investisseur, mais investisseur à impact. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette, on peut tous agir à tous les niveaux, et ça implique beaucoup de pensée systémique. Il y a plein d'initiatives formidables qui me donnent espoir. Je suis assez d'accord. Il faut garder espoir. Voilà. Non, c'est vrai que... en France, en tout cas, là aussi, comme tu le disais, il y a quand même une accélération forte de la prise de conscience, des projets extrêmement concrets qui changent déjà les mentalités, mais également la consommation, l'économie. Donc oui, l'espoir est en train de se concrétiser même. Donc, Puis tu vois, on se parle ici là, de la station F. Tu as le programme par exemple d'HEC ou de Centrale Supélec. Nous, à chaque fois, on voit des projets géniaux sortir de ces écoles. Et quand tu regardes ce que font les étudiants aujourd'hui, tu as plus d'un tiers d'entre eux qui se posent des questions, qui veulent aller sur des projets impact, qui montent des projets top. Et ça donne... Ça fait comme trop plaisir. Mais bien sûr, mais même, on parlait de nos enfants, dès 5 ans. Dès 5 ans, ils étaient ultra sensibilisés, et effectivement, être les premiers à nous pousser, à nous responsabiliser, je trouve ça extraordinaire. Donc oui, il y a quand même une dynamique positive, peut-être pas encore partout, peut-être pas encore à l'échelle européenne, mondiale, donc c'est vrai qu'il y a des divergences parfois, c'est ça qui reste quand même un gros challenge, mais oui, il faut rester positif et optimiste, et puis continuer. Et donc vous avez des nouveaux projets chez Asterion, 2024, donc tu parlais d'Asterion Academy là. Écoute, nos projets 2024, c'est vraiment la continuité. Nous, on court un peu, comment dire, on a un peu le vent dans le dos, si tu veux. On est embarqué dans une dynamique assez incroyable, et on déploie beaucoup d'énergie pour suivre l'énergie que nos communautés et nos entrepreneurs nous apportent. Donc 2024, ça va être d'accompagner la croissance de la communauté, parce que le bouche à oreille est fort, et de plus en plus de gens veulent venir aider et apporter leurs capitaux et leurs talents pour accompagner nos entrepreneurs. Peut-être qu'on arrivera à accompagner un petit peu plus d'entrepreneurs cette année. Peut-être que ce ne sera pas 12, mais peut-être 15, 16, 17, 18. Et ça, c'est déjà énorme. Fort. On a l'accompagnement des startups qui ont commencé avec nous il y a 3 ans, et qui relèvent des fonds parce qu'elles ont trouvé leur market fit, elles grandissent. Et donc ça, c'est aussi... l'écurie grandit, et donc plus de startups à accompagner. On a aussi créé un petit... c'est pas un petit, on l'a fait en 2023 pour la première fois, et on le refait en 2024. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. On a créé un véhicule commun d'investissement. Donc en fait, ce qui se passait jusqu'à présent chez Asterion, c'est que pour investir sur un projet, il fallait que tu kiffes le projet et que tu aies vraiment quelque chose à lui apporter. Et donc on avait par exemple des CTO, donc des Chief Technical Officers qui sont des passionnés et des experts du code, qui accompagnaient les CTO de nos jeunes startups. Donc ils mettaient un peu d'argent, et puis ils aidaient nos CTO à grandir, à faire les bons choix techno, à devenir de bons managers. Mais par contre, ils n'avaient pas d'expertise industrielle, donc on ne les appelait pas quand on avait une start-up comme Onima, comme Spark, comme Kaeli, comme Circuleg. Et il y en a beaucoup qui disaient Steph, tu m'appelles que sur tes projets digitaux, mais pas sur tes projets indus, ou tu m'appelles que sur des sujets food, mais tes sujets déchets. En fait, ça me passionne, et je pense que c'est important pour les transformations du monde. Et puis, de plus en plus de grandes familles entrepreneuriales françaises qui disaient on veut quand même transmettre à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants du patrimoine, du pouvoir d'agir, mais on veut leur transmettre aussi une planète habitable, et pas à plus 5 ou 6 degrés. Et donc on aimerait flécher une partie du patrimoine de la famille vers ces transitions. Et donc on a créé
un véhicule comme un investissement. Donc, ce n'est pas un fonds. Dans un fonds, tu as une gestion déléguée, c'est-à-dire que c'est la société de gestion qui décide ce qu'elle fait avec l'argent qui lui est confié. Nous, c'est un véhicule où on soumet les projets au vote de l'ensemble de nos actionnaires. Et il faut une majorité des 2/3 pour que chaque projet soit validé. Donc, on reste toujours dans ce principe d'intelligence collective, mais qui permet aux investisseurs de ce véhicule de diversifier leurs investissements sur les 10-12 dossiers qu'on fait chaque année. Et ça, on collecte à peu près 10 millions par an sur 2 véhicules, deux véhicules différents. Quand même. Et donc là, l'an dernier, on a investi au total 15 millions d'euros. Cette année, j'espère qu'on va investir une vingtaine de millions d'euros. Je pense que ce sera à peu près la zone. Donc tu vois, c'est poursuivre le développement. Et puis, on renforce toujours notre capacité à accompagner nos entrepreneurs, à leur apporter plus de valeur. Et voilà. Super. Beau projet. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci pour ton temps, pour ces retours, ces explications. Et puis ces superbes projets, ce que vous faites, c'est super. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de partage. Trop chouette. Avec plaisir. Écoute, tu reviens quand tu veux. Oui, et puis merci pour ce que tu fais. Tu vois, quand on dit que le monde sera sauvé aussi par le récit, je pense que le fait que tu t'intéresses à cette question des récits et des transformations, c'est essentiel. Et il faut du récit pour accompagner tout et faire naître toutes ces transitions. Surtout donc, merci à toi. Des belles histoires à raconter. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.